Je vous garde, Roselyne et François-Xavier de Maison, puisque on parle de trahison, mais on peut aussi parler de complot. Puisqu'on va parler d'un sujet tout de suite qui, c'est sûr, vous rappellera quelques souvenirs, François-Xavier de Maison. Beaucoup doutent, par exemple, de l'histoire qu'on leur raconte. On les appelle les complotistes. Leur point commun est de ne pas croire aux versions officielles. On va revenir, bien sûr, vous en doutez, sur le 11 septembre. Mais juste avant, eh bien, c'est un sujet de Gaël Atlan. Ça va vous passionner, Roselyne. Les Américains n'auraient pas marché sur la Lune, la princesse Diana aurait été tuée par les services secrets britanniques, et puis bien sûr les attentats du 11 septembre qui ne se seraient pas passés comme on nous le raconte. Les théories du complot ont toujours existé, tous les grands événements historiques ont été revisités, flirtant même parfois avec le paranormal. C'est le cas avec l'affaire Roswell en 1947 qui affirmait que l'armée américaine avait découvert une soucoupe volante et dissimulé ainsi la présence d'extraterrestres. À chaque fois la mécanique est la même, contester les faits et chercher une autre vérité. On est sur une forme de révisionnisme en temps réel. Aujourd'hui, lorsque vous avez une information choquante, dramatique, vous avez immédiatement, dans les heures qui suivent, parfois dans les minutes qui suivent, sur les réseaux sociaux, les ratiocinations complotistes qui se mettent en route. Les attentats de Charlie Hebdo l'ont prouvé, il n'a pas fallu plus d'une heure après l'attaque pour voir fleurir les théories complotistes, parfois même les plus délirantes, et ce à un rythme inédit. Les récits du complot naissent parfois même avant les versions officielles. Plus rapides, ces théories s'avèrent aussi plus performantes. On voit ici sur ce graphique que le 7 janvier, il y a déjà 24 arguments disponibles sur la toile dans l'espace public qui doutent de la version officielle. Le 8 janvier, le lendemain, il y en a 38. Le 9, 58. Et le 10 janvier, vous voyez, il y en a 68. C'est donc en fait une sorte de millefeuille argumentatif face auquel on est, qui est très intimidant. Même ceux qui croient pas vraiment se disent quelquefois « tout n'est probablement pas faux ». Longtemps confinées à des espaces de radicalité, ces théories rencontrent désormais un plus grand succès au point de toucher toutes les communautés, y compris celles des enseignants. Impossible donc de stigmatiser un public en particulier, même si les plus jeunes demeurent les plus réceptifs à ces récits. Lorsque vous adhérez à une théorie du complot, ça produit une satisfaction cognitive très très forte. C'est d'ailleurs une des raisons de la séduction des théories du complot sur les jeunes, qui sont des esprits en formation, parce que, évidemment, en regardant 10 minutes une vidéo d'Alain Soral qui vous explique le monde, et même l'histoire des 2 derniers siècles, par une clé unique qui est celle du complot judéo-maçonnique ou américano-sioniste, eh bien ça vous donne l'impression d'avoir compris quelque chose que les autres n'ont pas compris, que vos propres professeurs n'ont pas compris. Il y a un enjeu presque de distinction sociale. Et les plus motivés vont chercher ce qu'ils veulent bien trouver sur les sites exclusivement dédiés à cette remise en question permanente des versions officielles. Du récent séisme au Népal à l'accident nucléaire de Fukushima, tout sujet d'actualité est fouillé, décortiqué et réécrit. Des récits lus et massivement partagés sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il est extrêmement facile de se construire sa propre sphère d'information, c'est-à-dire de sélectionner les sources que l'on écoutera, que l'on lira et qui nous donneront notre vision du monde. Le problème, c'est qu'avec ces processus de surpersonnalisation, eh bien, on peut très vite construire une bulle dans laquelle on n'a comme information que des choses qui nous conviennent, c'est-à-dire qu'on est amené à penser ou à aimer ce que l'on aime déjà, à penser ce que l'on pense déjà. Le doute reste néanmoins une démarche louable. Dans une société surinformée, comment garder son esprit critique face à la profusion d'informations ? Le problème n'est pas que de l'information se diffuse, le problème est de ne pas pouvoir la remettre en contexte, juger de sa véracité et l'interpréter avec son sens critique. Sujet passionnant et on en parle justement avec vous, Christophe Bourseiller. Bonsoir, vous êtes acteur et journaliste. Vous venez de publier « Et si c'était la vérité ?» enquête sur les délires de l'histoire. On va voir ça avec vous tout à l'heure, c'est vraiment passionnant. Je vous présente Laurent Bazin. Bonsoir, vous êtes journaliste et producteur. Vous avez d'ailleurs coécrit en 2012 « Tous parano ». Pourquoi nous aimons tant les complots? Donc vous allez vous éclater ce soir. Évidemment, je ne vous présente pas Alba Ventura. Et Yannis Fer, bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire, géographie en Seine-Saint-Denis. Et vous devez régulièrement vous justifier face à vos élèves de versions de l'histoire que vous leur racontez. C'est avec vous que j'aimerais commencer, Yannis, si vous voulez bien. Je voudrais que vous me disiez quand, pour la première fois, un élève vous a exposé une théorie complotiste. Écoutez, il faudrait que je réfléchisse. Je crois que c'était le 11 septembre. Alors, non, c'était le 12. C'est-à-dire que, oui, le 12 septembre 2001, j'ai un élève qui est entré en classe et qui m'a dit, moi, monsieur, je sais ce qui s'est passé. J'ai répondu très simplement, oui, effectivement, je crois que tout le monde sait ce qui s'est passé. Non, 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 pas ce que vous pensez, vous, monsieur, et pas ce que pense tout le monde,
mais moi je sais qui a fait le coup. Ah bon? Formidable. Et qui a fait le coup, ce sont les Juifs. Alors, bon, à ce moment-là, on a parfois des petits moments de génie, assez rarement, mais ça arrive, et je lui dis, bah, tu es trop fort, on ne connaît pas le nombre de victimes, toi tu as déjà la liste, c'est formidable. Voilà, donc ça a cassé la chose, si vous voulez. Mais très tôt, effectivement, dès mes premières années d'enseignement, j'ai eu à faire face à ce type de propos complotistes, oui. Oui, c'est absolument incroyable parce qu'en 17 ans de carrière, finalement, vous avez eu à faire plusieurs fois ce genre de discours. Oui, ça revient régulièrement, si vous voulez. Bien sûr, la question du 11 septembre est très présente. Il y a 3 semaines, un élève m'expliquait très calmement que voilà, le 11 septembre, tout ça, oui, ça s'était bien passé, mais que tout ça était une immense manipulation, que tout ça était une manipulation d'un complot mondial. Alors là, c'était le complot mondial des Illuminati, et donc que tout cela était préparé. Oui, et ce qui est dingue, Yanis, c'est que plus récemment, vous avez eu, si je puis dire, la même chose avec Charlie Hebdo. Alors là, pour le coup, vous avez été confronté à des propos très virulents de la part de certains élèves. Derrière leurs mots, vous sentiez clairement qu'il y avait un refus de croire ce qu'on appelle le discours officiel, c'est-à-dire ce que les journaux télévisés, par exemple, nous racontent. C'est-à-dire que j'ai perçu chez certains élèves, et je tiens à le dire, certains élèves, ne pensons pas qu'il s'agit d'un discours systématique et systématisé, absolument pas. Il s'agit de quelques élèves par classe, mais quelques élèves seulement. Et ça me semble important de le préciser. Ce que j'ai surtout senti, c'est une incompréhension face à l'événement, et qu'il fallait absolument trouver des clés d'explication. Alors comment vous réagissez, vous, à ce moment-là? Écoutez, il faut réagir en enseignant. D'abord, je crois que la relation que l'on a avec les élèves, relation affective, bien qu'on s'en défende face aux élèves, on a nécessairement une relation affective. Et cette relation affective fait que les élèves peuvent vous écouter ou pas. Et s'ils vous écoutent, il faut absolument leur parler, prendre au sérieux ce qu'ils disent, ne pas s'énerver. Enfin, je ne veux pas faire une leçon, mais il faut pas s'énerver. Il faut les laisser parler, les faire parler et répondre point par point. Il ne s'agit pas de les convaincre nécessairement parce que, comme me disait cet élève il y a 3 semaines, je lui disais, mais attends, je suis ton prof, tu me connais depuis 3 ans, on a des relations très cordiales et voire un peu plus. Tu penses que je suis du complot, je fais partie du complot? Ah non, pas vous, monsieur. Mais vous êtes manipulé. Ouais, il faut être respecté. Laurent, aujourd'hui, on a l'impression qu'à chaque événement médiatique, le doute est permis, que l'histoire est réécrite. Oui, tout est autorisé, mais tout est autorisé parce qu'il y a un diffuseur d'abord extrêmement rapide, qui est Internet, qui sont les réseaux sociaux, ça c'est un. Ensuite, parce que d'une manière générale, on vit dans une société, même des sociétés de défiance, et la femme politique que vous êtes encore, l'ex-ministre, même si vous êtes retiré du jeu pour faire plus de télévision que de politique, le sait. La société de défiance, elle vise les médias, elle vise les politiques, elle vise les syndicats. Donc c'est notre faute, hein, non, c'est notre faute, les médias. Non, je dis que le climat de défiance générale fait qu'il est plus facile aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est de la faute d'eux. Après, il y a des réponses. Votre faute, ma faute. Mais le climat de défiance générale fait qu'il est plus facile aujourd'hui d'émettre une position alternative ou subversive. Mais Laurent, il y a parfois des positions intenables. Je ne suis pas complotiste, je vais me faire l'avocat du diable et je vais dire quelque chose de pas politiquement correct. Je vais prendre le 11 septembre. Je ne pense absolument pas qu'il y ait eu un complot. Mais le fait que les autorités américaines nous disent qu'il n'y a aucune caméra de surveillance devant le Pentagone, c'est juste impensable. Quand Dupont de Ligonnès tire 40 € dans le sud de la France, il est filmé et là, il n'y aurait aucune caméra. Alors, ça tombe Personne ne peut croire Philippe, à cette théorie. ça Je ne tombe dis bien. pas que ce qui est dit est faux, je dis que ce qu'on nous raconte n'est pas vrai. Philippe, ça tombe bien parce que dans votre livre, Christophe Bousseiller, justement, le 11 septembre, et que François-Xavier connaît bien, revient évidemment, c'est une théorie du complot qui revient très souvent, et notamment sur le 11 septembre, certains complotistes disent, pour argumenter ce que disait Philippe, oui, on connaît même pas, par exemple, la liste des passagers. Vous savez, mais vous savez, sur cette question du 11 septembre, vous avez généralement 2 regards. Vous avez le regard de ceux qui vont stigmatiser les complotistes et qui vont se focaliser sur la personnalité des gens qui défendent les théories du complot. Et puis vous avez les complotistes qui, eux, vont vous assommer avec des chiffres d'une complexité extrême sur à quel degré le béton brûle, à quel moment est-ce qu'une armature en métal va céder. C'est ce qu'ils disent, hein. À quel moment est-il possible qu'un bâtiment tombe directement ou s'écroule? Pourquoi s'est-il écroulé? Donc vous, évidemment, n'ayant pas une connaissance extraordinaire de l'architecture, vous êtes sans voix. Et c'est ça qui fait en fait le danger des complotistes, c'est que les complotistes vous assènent des
somme considérable de documents. Et c'est quand on n'a pas assez d'arguments contre ces complotistes, finalement, qu'ils arrivent à prendre l'ascendant. On n'a jamais assez d'arguments. On n'a jamais d'arguments contre eux. Tout ce qu'on peut faire, nous, c'est répondre en disant, attendez, monsieur, vous qui me parlez de ça, du béton, vous êtes spécialiste de Rimbaud. Vous n'êtes pas spécialiste des armatures en béton. Donc, comment vous, monsieur, savez-vous que le béton va effectivement brûler et que donc l'attentat du 11 septembre... Oui, pardon. Sans faire de la résistance des matériaux, pour être concret, comment tu expliques qu'il n'y ait pas de caméra de surveillance devant le Pentagone? Mais il y en a. Il y en avait évidemment. Pourquoi on n'a pas vu les images? Parce qu'on ne nous dit pas tout. Parce qu'on ne nous dit pas tout. Parce que c'est aussi ça le conspirationnisme. C'est, pardon, juste un mot là-dessus, c'est très important. C'est que pourquoi est-ce que le conspirationnisme existe? Il est né avec la démocratie. Parce qu'on est entré dans une ère de transparence. Et il y a des gens qui se sont dit, mais ça a commencé dès 1789, il y a des gens qui se sont dit, c'est trop transparent, c'est louche. Donc finalement, et si derrière ces députés qu'on voit, ces hommes politiques, et s'il y avait des maîtres du monde qui tiraient les ficelles? Tout à l'heure, vous avez parlé des Illuminati. C'est incroyable ça, parce que les Illuminati, c'est un petit groupe, une espèce de société secrète qui a existé pendant 20 ans à la fin du XVIIIe siècle. Ouais, mais leur livre se vend hyper bien. Mais aujourd'hui, on vous explique très souvent sur Internet partout que les Illuminati contrôlent le monde. Alors attendez, François-Xavier de Maison et Roselyne Bachelot, est-ce qu'il y a déjà eu, au cours de votre vie, à un moment donné, une théorie complotiste qui vous a attiré plus qu'une version officielle? Non, mais par contre, dans l'exercice politique aujourd'hui, l'exercice du pouvoir, c'est un problème considérable. Parce que chaque ministre qui a géré des dossiers, et en étant ministre de la Santé, j'ai peut-être été un des ministres les plus exposés à ces théories du complot, fait qu'on ne peut plus dire à l'opinion publique, on ne peut plus... La parole de l'expert, du savant, du scientifique ne vaut plus rien. Il y a une sorte de nivellement, toutes les paroles se valent. Et quand vous êtes obligé de mener des dossiers extrêmement complexes sur des catastrophes sanitaires, sur des catastrophes écologiques, on l'a vu, des élus sont accusés d'avoir sciemment fait des choses. Rappelez-vous ces fameuses inondations de la Somme, où on a dit que les inondations avaient été suscitées volontairement par le gouvernement pour empêcher Paris d'être inondé. Enfin, c'est des trucs hallucinants. Mais ça, c'est très intéressant parce qu'il y a en vérité, il y a trois récepteurs de ces théories du complot. Il y a ceux qui les émettent, très bien. Bon. Généralement, idéologiquement marqués, extrême gauche, extrême droite, extrémistes. Voilà. Et puis, il y a ceux qui les reçoivent. Parmi ceux qui les reçoivent, il y a ceux à qui ça fait du bien politiquement parce que idéologiquement, ils sont d'accord. Ça les arrange. Voilà. Ils pensent que le pouvoir en place, ça va pas, le régime en place, ça va pas, qu'il faut faire autre chose, très bien. C'est un camp. Il y a ceux qui trouvent ça sexy. Parce que la vérité est ailleurs, c'est chouette, on a trouvé un point d'entrée un peu différent, ou en tout cas un point d'entrée qu'on va pouvoir raconter aux copains, ou quelque chose qui m'explique tout d'un coup, comme vous le disiez très bien dans le sujet tout à l'heure, qui m'explique ce monde si complexe de manière limpide, parfait. Et puis il y a une dernière partie, et les gens de la Somme, sans doute, ont fait partie de ça. Des gens fragiles ou fragilisés, qui se sentent oubliés ou maltraités ou discriminés, et peut-être certains de vos élèves ont ce sentiment-là quand ils se font l'écho de théories de complot. Ils ont peut-être l'impression que leur communauté est maltraitée, malmenée, ou qu'ils ne font pas partie de la communauté nationale, ou qu'ils ne sont pas considérés comme tels, etc. Et dans l'histoire de la Somme, c'est comme ça que c'est né. C'est-à-dire que la Somme, Lionel Jospin, à l'époque Premier ministre, a mis du temps à réagir, quelques jours, un peu plus, d'accord, bon. Cette théorie est montée comme un processus de défense. D'ailleurs, Nietzsche disait quelque chose de très intéressant. Il se trouve que le bouquin, je l'ai écrit avec un philosophe qui s'appelle Pierre-Henri Tavoyot. Donc c'est lui qui m'a filé Nietzsche, soyez tranquille. Il dit, je souffre, quelqu'un doit bien en être responsable. Donc soit j'explique ma souffrance, c'était la souffrance divine, la punition divine avant, au Moyen-Âge, par quelqu'un, un pouvoir occulte qui veut me faire du mal, soit j'utilise ce qui s'est passé et je l'alerte, et c'est ce qu'ils ont fait, mais en vérité, médiatiquement. Ils ont fait monter l'idée qu'on leur voulait du mal, et ils ont fait réagir le pouvoir politique qui, du coup, est venu et a déboursé l'argent nécessaire. Et après, ça peut aller très vite. François-Xavier de Maison, pour clore juste le débat. Moi, c'est au moment du film sur Coluche. Ouais. Au moment du film sur Coluche, j'avais souvent sur les scènes de grosses figurations, il y avait souvent dans les figurants quelqu'un qui venait me voir qui me fait ils l'ont tué. J'en suis sûr, j'ai tout un dossier, etc. L'accident de moto. Oui, l'accident de moto. Ils l'ont tué. Et c'est vrai que j'aimais tellement cet homme.
j'aimais tellement jouer ce personnage, j'étais tellement dans ma bulle Coluche, que je dois dire que c'est pas une... j'étais pas insensible à ce qu'on me racontait. D'abord parce qu'il y a quelque chose qui fait fonctionner effectivement, qui atténue peut-être la peine ou qui le plaçait comme martyr, qui me plaisait bien. Voilà. Donc je dirais que je crois que à la fois quand on fait du cinéma ou du spectacle de la fiction, quand on raconte des histoires, il y a toute une partie du cinéma américain qui est basée sur le complot. Ces films, l'affaire Pélican, tous ces grands films comme ça où la CIA est mêlée, voilà. Et il y a même un film qui s'appelle Complot, qui est très bon, avec Mel Gibson. On aime le croire. Avec Mel Gibson, où on se dit ce type est fou, ce type est fou. Et en fait, il dit la vérité. Et en fait, il dit la vérité. Donc là, on vient de vous raconter la fin du film. Oui, mais tant que j'ai pas dit la fin de la série, ça, j'ai eu tellement peur tout à l'heure avec l'interrogatoire. C'est là comme ça que j'étais tellement mal. Et d'ailleurs, François-Xavier, je me rappelle d'une anecdote, je fais une parenthèse assez drôle sur Coluche, où vous croisez une passante qui croit que d'ailleurs c'est encore vous. Oui, c'est drôle, j'ai une femme qui me croit, qui me voit vous comme êtes grimé en Coluche. Voilà, qui va. Et puis j'entends, et il y a son gardien qui lui dit bonjour, elle lui dit bah tiens, ils font un film avec Coluche. Donc voilà, et autre chose très drôle sur un tournage comme ça n'a rien à voir avec le complot, mais c'est rigolo. Un jour je passe et je tourne un film, et la femme me dit qu'est-ce que vous tournez? Je lui dis comme des frères. Elle me dit, je l'ai pas vu. Alors, vous parlez, Christophe Bourseiller, dans votre livre, tout y passe. Hein. Il y a Jeanne d'Arc, il y a Napoléon, il y a Vercingétorix, il y a Molière. Non, mais c'est ça, parce que si vous voulez, il y a, par exemple, avec la Somme ou avec Coluche, on n'est pas dans des théories du complot, on est dans des rumeurs. C'est ça. Et moi, le travail que j'ai essayé de faire, c'est de faire, ça n'avait jamais été fait, je ne sais pas pourquoi, c'est de faire une anthologie des historiens fous. Ouais. Enfin, fous avec des guillemets, bien sûr, fous ou supposés tels. Simplement parce que ce sont des historiens qui, au cours de l'histoire, ont osé remettre en question les versions officielles, en disant, mais finalement, et si Jésus était gaulois? Et si Jeanne d'Arc était un homme? Était une princesse. Et si Jeanne d'Arc, ça c'est une autre thèse, était une princesse royale? Et si Napoléon avait été assassiné, etc., etc. Et si Molière n'avait pas écrit? Et si Molière n'avait rien écrit? Et si Marco Polo était un escroc et n'avait jamais fait que le tour de sa chambre, au lieu de voyager en lisant des guides touristiques? Voilà, ce sont des thèses qui ont été défendues. Ça fait du boulot pour Yanis, hein, je vous le dis. Hein. Ah non, mais vous faites lire un bouquin comme ça aux élèves de la classe de Yanis, vous explique. Alors, non, mais bien sûr. Alors du coup, ça m'a amené évidemment à m'intéresser, entre autres, aux thèses conspirationnistes. Mais en fait, elles sont noyées dans un certain nombre. Il y a une quarantaine de thèses historiques que j'essaie de décrypter parce que certaines sont très dangereuses. Par exemple, il y a une thèse qui circule, d'ailleurs qui est répertoriée aujourd'hui par les milieux conspirationnistes, selon laquelle Hitler était juif. Donc vous voyez, vous imaginez, le plus grand antisémite de tous les temps était juif. Ça paraît absurde, si vous voulez. Et plus dingue encore, Philippe. Il y a même une thèse qui dit qu'il est vivant. Hein. Oui, non, mais ça, donc il est mort en 1984. Quand on tape Michael Jackson sur Google, la première occurrence qui vient avant ses titres, avant ses chansons, c'est, regardez, Michael Jackson vivant. C'est ce que recherchent les gens en premier. Et il y a chaque année des papiers partout pour dire que les gens sont vivants. Il y a un titre de journal américain que j'ai trouvé, Bob Marley Still Alive, on va le voir. Voilà, il est vivant. Idem pour Elvis, j'ai trouvé ça sur un blog musical avec des arguments, Christophe. Il y a concrètement des raisons valables de penser que le King, on va voir Elvis Presley. Oui, alors dans le livre. Ça, c'est dans mon livre. Alors, dans le livre de Christophe, il y a deux thèses. Alors, oui, mais il est dans un sale état. En fait, les bijoux, oui, c'est vrai. Les bijoux de sa mère auxquels il tenait, comme à la prunelle de ses yeux, auraient disparu quelques heures à peine après sa mort. Il les aurait donc emmenés avec lui. Et puis, ils vont dire, on a mis 2 mois à signer ce papier. Oui, alors ça, c'est ce que disent. Ils décrétaient que Elvis était mort. Voilà, quel scénario? Ceux qui pensent qu'il était vivant. Mais ça, ce sont des scénarios drôles. C'est comme la thèse selon laquelle Paul McCartney est mort en 1966. S'il est mort en 1966, ça veut dire que c'est un sosie qui a fait toute l'œuvre de Paul McCartney, parce qu'avant 66, il n'avait pas fait grand-chose. Mais le sosie a un talent fou. Alors, c'est extraordinaire. Ce mec est un il y a encore Kennedy. Kennedy est vivant, c'était à la une d'ici Paris, il est fou et défiguré. Regardez, il vivrait caché dans l'île d'Onassis. Il y a une théorie qui circule sur Internet depuis quelque temps. Adolf Hitler serait vivant, il habiterait en Argentine, il y a même la photo. Mais ça, c'est dans mon livre. Hein, ça, et là, c'est complètement débile, parce que regarde. Mais il est mort. Oui, il aurait 126 ans. Et alors, l'an dernier, est sorti un livre avec ce titre, Claude François à Manhattan, et si c'était vrai. Et on voit Claude François avec les cheveux blancs et des lunettes. Préface de Fabien Lecoeuvre, et le même Lecoeuvre à qui il est arrivé une mésaventure. C'est il y a une vingtaine d'années, avec le rédac chef d'ici Paris, ils font un titre et ils font Claude François vivant.
Et ils sont convoqués une semaine plus tard par les gendarmes, interrogatoire, car des gens avaient pris ça très sérieusement. Ils ont loué un tractopelle, ils sont allés dans le cimetière, ils ont déplacé la pierre tombale de plus d'une tonne. Il y a des malades. Parce qu'ils disent si Claude François est vivant, qui est dans le cercueil. Et donc ils ont ouvert le truc. Et tout à l'heure, on se disait, c'est un peu le sketch Absolument. de Bigard avec la chauve-souris. C'est-à-dire, le mec, faut déjà qu'il loue le tractopelle, qu'il rentre dans le moulin, qu'il Faut fasse qu'elle un bruit imite la voix d'un gars que je connais. Ouais. Non mais Yannis, ça vous faisait Mais ils y croient réagir vraiment, sur ils y croient vraiment. sur ces Ça me complots. fait réagir parce que il y a dans la Je dimension. rappelle que vous êtes prof d'histoire géo. Oui. 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 Ça le fait rire. De Voilà, géo, voilà, et c'est- de géo notamment. Voilà. C'est quelqu'un L'histoire de aussi. sérieux. L'histoire aussi. Non, non, pas du tout. Chef-lieu du Pas-de-Calais. Demain. Donc, simplement pour réagir sur Hitler était juif, c'est très intéressant. Non, mais j'aurais voulu terminer là-dessus parce que c'est quand même un peu. Mais bien sûr, on va en litigieux, parler, comme- C'est Christophe. très intéressant parce que, et c'est souvent le cas dans le cadre de théorie du complot, le complot rassure. Rassure. Parce que Hitler était juif, qu'est-ce que ça veut dire au fond? Ça veut dire, s'il est juif, c'est une histoire entre juifs, c'est pas nous. C'est pas nous ne sommes pas concernés, c'est une histoire entre eux. Quelque part, ça rassure. Tout comme de dire les frères Kouachi, ça n'existe pas, etc., ou c'est un coup monté, ça rassure aussi. Ouais. Ça rassure aussi parce que ça ne peut pas être des gens qui se réclament de ce que nous pensons, de ce que nous n'a pas Et dû croyons. puis parce avoir lieu, qu'il c'est y, pas y est né un complot Oui, aussi sur cette carte d'identité qu'on retrouve dans la Je voiture. précise quand même qu'Hitler n'était pas juif. Hein. Je Voilà. tiens à le préciser. Pourquoi a-t-on dit qu'Hitler était juif? Pourquoi certains historiens ont-ils affirmé ça? C'est parce que la grand-mère d'Hitler aurait été femme de ménage chez les Rothschild. Donc comme elle était femme de ménage chez les Rothschild, forcément elle a couché avec Rothschild, ça paraît logique, et Hitler est né. Hein, donc ça c'est une des thèses. Hein, c'est la raison pour laquelle on dit ça. Par ailleurs, il y a une chose qui est sûre, c'est que Hitler, quand il était au pouvoir, cachait ses origines. Donc tous les nazis autour disaient ah bah s'il cache ses origines, c'est parce qu'il est juif. Mais en réalité, on sait aujourd'hui de façon formelle que si Hitler dissimulait ses origines, c'est parce qu'il était d'une lignée qui pratiquait l'inceste et la consanguinité. Et quand vous êtes le Führer de l'Allemagne nouvelle, ça fait désordre qu'on découvre que dans votre famille, il y avait l'inceste permanent, la consanguinité, et que c'était une famille un peu dégénérée. Donc effectivement, c'est pas très bon pour l'image. C'est la raison pour laquelle Hitler a toujours caché ses origines, effectivement, et que cette rumeur folle s'est développée. J'ai trouvé intéressant à la fois de la décortiquer, de dire qui la défendait, et puis bien sûr d'en faire la critique historique, ce que je fais pour chacune des thèses de Ah oui, ce c'est livre. bien détaillé. Alors, on parlait des jeunes, Laurent, mais il n'y a pas que les jeunes qui adhèrent aux théories du complot. Certains adultes aussi. Le rapport à votre livre, on est tous parano quelque part. Oui, on est tous parano. Et puis, d'une certaine manière, enfin, dans mon métier, dans nos métiers, Vous êtes journaliste. de manière générale, journaliste, oui, c'est être parano, c'est pas inutile. C'est-à-dire, faut commencer C'est à être sain, un même. tout petit peu parano. Le doute méthodique. C'est-à-dire, c'est exercer le doute, exactement. Exactement, ouais. C'est exercer le doute. Commence par se dire, c'est bien vrai tout ça. Est-ce qu'il y a autre chose qui? Et par ailleurs, par être réceptif aux ce qu'on appelle les théories alternatives ou les autres vérités possibles. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, il faut simplement se poser la question de savoir ce qui étaye la vérité alternative et la thèse officielle. Bon, il faut mettre en cause les deux. Dans ce que faisait Philippe tout à l'heure sur le 11 septembre, ce qui est très intéressant, c'est Philippe dit non, mais je vous rassure, je suis pas complotiste. Tu nous rassures. Bien sûr. Enfin, vous avez quand même parlé de ces Mais caméras qu'on n'a pas trouvées. exactement. Ouais. Non, mais si. Ouais. Je peux donner un autre exemple non, pareil, mais je vais hein. finir Vas-y, sur vas-y. celui-là parce qu'il est intéressant. Donc, le 11 septembre, évidemment, je suis pas complotiste, je pense que ça existait, etc. Mais enfin, quand même, c'est pas la vérité parce qu'on n'a jamais vu les caméras images du de Pentagone. surveillance du Pentagone. Le fait qu'on n'ait jamais vu les caméras ou les images des caméras du Pentagone ne démontre absolument Laurent, pas la réalité j'ai pas dit de ça. la thèse. J'ai dit le fait. C'est ce que qu'on tu as masque- laissé entendre, Non, c'est ça qui est j'ai dit- intéressant. Alors, Mais Philippe, je me on a fais compris, je comprendre. vous jure que c'est vrai. Non, le fait qu'on masque les Oui. images crée Oui. une suspicion. Voilà ce que je dis. Exactement. Voilà. Alors, Et j'ai- voilà. c'est ça l'histoire. C'est ce qui s'est passé pour Ben Laden également. Je veux dire, quand les Américains ont liquidé Ben Laden et qu'ils l'ont jeté dans l'eau, la semaine d'après, moi j'avais des élèves qui disaient non, c'est pas vrai, il est pas mort. Il n'est pas mort. Exactement. Oui, évidemment, on l'a entendu. Mais alors, attendez, Alba, Le complotiste, il Roselyne cherche pas la vérité. et Laurent. Le complotiste, il cherche pas la vérité, il faut le Ouais. savoir. Il cherche à semer le doute. Il cherche à créer l'ombre d'un doute. La lumière ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est de déstabiliser une vérité établie. Donc, un pouvoir établi, une pensée établie. Voilà, c'est ça. Alors c'est ça qui est intéressant, parce que je m'adresse aux journalistes et aux politiques que vous êtes ou ex-politiques. Est-ce que justement les politiques et les médias n'ont pas un rôle à jouer dans tout ça finalement? On parlait de cette parole tout à l'heure qui n'est plus d'or.
Comment on fait? Le politique est extrêmement démuni. On le voit quand on a géré une crise sanitaire avec le net, où les bruits les plus abracadabrants circulent. Il faudrait développer dans les administrations ce qu'aucune administration n'a, véritablement une cellule qui pourrait, de façon virale, réenvoyer de l'information étayée, mais il faudrait avoir... L'Élysée vient de la créer, figurez-vous. Comment? Oui, l'Élysée vient de la créer, même un compte Twitter qui se charge de répondre aux informations considérées comme fausses ou malveillantes qui circulent. La vache, ça fait du boulot. Voilà, mais ils ont une beaucoup, toute petite cellule. Oui, oui. Et là, il faudrait avoir, par exemple, sur les questions de santé, avoir peut-être plusieurs centaines de personnes qui pourraient gérer ça en continu. On n'a plus les moyens, là. On n'a absolument plus les moyens. Donc le pouvoir politique est pieds et poings liés face à ça. Alors, sur des ragots de vie privée, oui, je crois qu'on peut faire quelque chose. Finalement, on se dit que la méfiance, elle est aussi alimentée parce que les gens croient que vous, les politiques, et nous, les journalistes, on ment en permanence. C'est vrai. Les jeunes qui vont sur Twitter, eux, ils croient que la vérité, elle est sur Twitter. Mais vous mentez, Alba, en même temps. Mais jamais. Voilà, bon. Je le jure. Non, mais c'est vrai que les réseaux sociaux, Yanis, ce que dit Alba est très vrai. On leur... Oui, le réseau social aujourd'hui est devenu la première source d'information pour une grande partie, peut-être la majorité, des jeunes. C'est-à-dire que ce ne sont plus les médias traditionnels, mais vraiment les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. Et effectivement, la première information fait vérité. Et vous aviez tout à fait raison de le dire tout à l'heure. Aujourd'hui, toutes les paroles sont mises sur un pied d'égalité. Mon savoir scientifique, aussi petit soit-il, face à mes élèves, compte autant qu'un reportage sur Internet. Je voudrais juste profiter, j'ai la parole, juste une chose. Allez-y, on a le temps. Ce n'est pas une critique que je vous lance, mais ça fait 3 fois que j'entends histoire officielle. En démocratie, il n'y a pas d'histoire officielle. C'est seulement une histoire officielle. Le gouvernement a un porte-parole, il pas du délivre tout. la parole Non, officielle. il n'y a pas d'histoire nous sommes dans une émission de Il y a débat. une histoire écrite par des historiens à partir de sources, mais dans un État totalitaire, il y a une histoire officielle. Yanis, Christophe vous répond. Voilà. Non, je crois que la discussion s'est orientée vers les théories du complot. Bon, c'est un phénomène contemporain effectivement très important, mais maintenant, quand on reprend avec recul le travail qui a été fait dans l'histoire, on voit bien que chaque événement historique est soupesé par des historiens qui apportent des éléments différents à partir de sources. Il n'y a rien d'officiel. Non, mais je vous donne un exemple. Par exemple, il y a cette fameuse thèse assez ancienne selon laquelle Jeanne d'Arc était une princesse royale. Oui, il n'y avait pas de Alors réseaux on peut se moquer. on peut se moquer de cette thèse lointaine, mais en même temps, qui va croire la thèse officielle selon laquelle Jeanne d'Arc était une bergère pucelle, illettrée, qui entendait des voix? Excusez-moi, ce n'est pas l'histoire officielle, ça c'est la légende. Les historiens. C'est ce qu'on apprend à l'école. Non. C'est ce qu'on m'a appris moi quand j'étais à l'école personnellement. C'est vrai que notre mais prof désolé, d'histoire c'est pas géo, vous il nous a qui dit le qu'elle pas était mon prof, vierge. mais ce que j'ai appris à l'école. Mais on peut pinailler, mais il y a effectivement aujourd'hui souvent une vision d'ensemble sur l'histoire et l'intérêt d'aller voir les historiens de marge. C'est pour ça que mon livre s'appelle Et si c'était la vérité. J'essaie d'avoir une position ouverte, c'est de dire finalement peut-être se trompent-ils, mais au fond peut-être que de leur erreur peut jaillir une nouvelle information, un élément nouveau. Vous Je dites ne les justement, stigmatise voilà, pas. vous dites, il Et faut je ouvrir trouve le que c'est débat. très important parce que à stigmatiser, on passe à côté des choses. On n'est pas tout blanc-blanc. Vous parliez des théories du complot tout à l'heure. Non, Mais pas enfin, tout blanc-blanc. souvenez-vous de la guerre d'Irak, les armes de destruction chimique. C'était de la rigolade, c'était faux. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Regardez, vous nous dites que tout est vrai, que les hommes politiques ne mentent jamais. Bon là, on a eu un exemple effectivement de démocratie qui patinait quelque peu. Donc on n'est pas tout blanc. Donc je pense qu'il faut essayer d'avoir une attitude nuancée quand c'est des théories qui sont particulièrement folles. Par exemple, j'évoque à un moment donné une thèse selon laquelle les Juifs viennent de l'espace. Oui, voilà, ils seraient des extraterrestres envoyés sur la Terre. C'est certain que c'est une thèse particulièrement folle et antisémite et condamnable et intéressante à exprimer parce qu'elle est folle et qu'elle circule. Donc c'est une vieille thèse historique qui a été promue par un monsieur qui s'appelait Mark Dem dans un livre. Mel Brooks aussi avait fait les Juifs de l'espace. Pardon? Mel Brooks aussi avait fait les Juifs de l'espace. Oui, mais Mel Brooks ne se prenait pas au sérieux, si vous voulez. Pour clore, Laurent, ce qui est intéressant, c'est que d'une certaine façon, ça ouvre le débat. Aussi. Oui, à condition de ne pas tout mélanger. Ah bah bien sûr. C'est-à-dire que ça ouvre le débat d'abord en faisant le buzz. Parce que maintenant, c'est le truc, il faut faire le buzz. Or, on doit être sur une position d'info et pas de buzz, donc de vérification, de passage au tamis, au crible, si vous voulez, pour vérifier ce qui est vrai, ce qui est faux, si c'est étayé, si ça ne l'est pas. Il y a sans doute des théories qui circulent, qui sont pour partie vraies, ou qui portent une partie de vérité, ou qui apportent la contradiction de manière judicieuse à une théorie
officielle ou à une Parfois, version ça peut officielle, arriver au ça milieu de peut l'histoire. arriver, On étudie mais, ces thèses de mais dissidents tant un qu'elle peu n'est folles. pas étayée, tant qu'on n'en a pas trouvé une preuve, tant qu'on ne l'a pas argumentée, Voilà. ça ne fonctionne pas. Ne nous enflammons Or, la pas. plupart, c'est ça. Or, la plupart des théories qui circulent, notamment sur le net, sont des théories qui se nourrissent des failles de ce que moi j'appelle la version officielle, pas l'histoire officielle. Là, par exemple, Oui, des- il y a une des thèse arguments arrière. qu'on a en face. Il y a une Et thèse même très drôle chose. selon laquelle Victor Hugo s'est converti à l'islam. Alors écoutez, par vous exemple. savez quoi, Mais on le pourrait tout- faire 2 heures Oui, sur ouais. ce sujet. Moi, je vous encourage à aller lire. Non, là, vraiment, il faut que j'avance. Mais on a un Le peu livre, peur. Moi, j'aimerais- j'ai un peu peur. Voilà. Non. Ah, c'est vrai. Moi, j'ai un peu peur parce que dans cette émission, il y a eu Pierre Bellemare et les histoires de Pierre Bellemare. Moi, il m'a fait toujours très, très peur. Là, on est sur la théorie du complot. Et moi, je trouve que c'est une émission qui fait peur. Alors, je vais vous libérer, François-Xavier de Maison. On va parler de drague tout à l'heure. Je vais garder Roselyne Bachelot, mais lisez le livre de Christophe Bourseiller. Et si c'était la vérité, enquête sur les délires de l'histoire aux éditions La Librairie Vibert. Le livre, évidemment, votre livre, Laurent Bazin. Merci, en collaboration avec Pierre-Henri Tavoyot. Tous par amour, pourquoi nous aimons les complots, et c'est vrai qu'on aime les complots. Et puis Yannis Roder, on embrasse vos élèves qui doivent vous regarder, c'est sûr, et on les encourage à vous écouter, évidemment, en cours.